Alors, bienvenue à la 45e vigile mars 2011. Nous sommes le 4 février 2012. Et donc, c'est ça, je m'étais trompé la semaine passée pour dire qu'il restait 10 vigiles, il en restait seulement 9. Donc, cette semaine, il en reste 8 pour que ça fasse un an. Parlant d'anniversaire, je vous annonce qu'à Québec, le 18 février, Luc Archambault va fêter son premier anniversaire de vigile. Et à ce qui paraît, il a invité des gens. Il va avoir Richard Lehir, la députée Agnès Maltais et tout ça. Alors, il paraît que, en tout cas, il va célébrer son premier anniversaire. Alors, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont ici, si ça les intéresse d'aller voir ça, donc on souhaite à l'avance un bon anniversaire à Luc Archambault et à sa vigile à Québec. Et puis c'est ça. Donc, place au discours et lecture de texte. Alors, bonjour, Réal Mathieu. Je suis malade aujourd'hui. Je ne file pas, là. Je suis venu juste pour faire devoir patriotique. J'ai oublié mon petit drapeau, devoir patriotique. Là, j'ai juste un petit mot à vous dire concernant le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale a été fondé, refondé en 2009 par Michel Larance, qui trouvait que ça avait été une erreur de le faire disparaître en 68 et de se fusionner avec le Parti québécois. Donc, il a été refondé. Et puis en 2010, il a commencé à faire du recrutement. Il y a eu le site web et puis il y a des gens qui ont commencé à adhérer. Et puis évidemment, ça a commencé par un petit noyau de quelques personnes qui se réunissaient et qui discutaient de ce projet-là. En décembre 2010, le RIN a recruté une grosse pointure chez Richard Lehir. Justement, on vient de parler de lui. Et ça a fait comme un petit problème parce que là, Michel Larance était président et il se trouvait être un petit peu mal à l'aise avec Richard Lehir comme vice-président parce qu'il ne se trouvait plus à la hauteur. Donc, en tout cas, Michel Larance a démissionné et a laissé la place à Richard Lehir comme président. Et puis, la RIN a fonctionné en 2010-2011 et a fait différentes actions parce que la RIN, c'est surtout un regroupement d'activistes. Et disons que actuellement, la RIN prépare sa première assemblée générale. Parce que dans les statuts du RIN, il doit y avoir une assemblée générale par année. Bon, là, ça fait un peu plus d'un an là, que le site web est ouvert et qu'il y a des membres qui ont eu du recrutement de fait. Donc, l'assemblée générale pourrait avoir lieu à la mi-mars. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que depuis le mois d'octobre 2011, la RIN est passée d'environ 35 membres à presque 110. Okay. Alors, c'est assez intéressant et je pourrais même vous donner un chiffre plus précis. Depuis le 1er janvier 2012, il y a environ 30 ou 35 nouveaux membres. Alors, c'est pratiquement un par jour qui prend sa carte de membre du RIN. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui avaient adhéré fin 2010, il y en a qui n'ont pas renouvelé leur carte. Là. Mais grosso modo, le RIN, c'est ça, il y a actuellement environ 110 membres, dont à peu près 2 tiers, un tiers ne sont pas en règle parce qu'ils sont en retard dans le renouvellement de leur carte, et 2 tiers qui auraient droit de vote quand l'Assemblée générale va avoir lieu. Si l'Assemblée générale a lieu à la mi-mars, il y en a environ 70 qui sont en règle et qui ont le droit de vote. Il va y avoir à cette Assemblée générale-là une élection et le nouveau bureau politique du RIN va être
va être élu pour la première fois parce qu'auparavant, bien évidemment, quand on commence une organisation, qu'il n'y a pas de liste de membres, bien, les gens se nomment eux-mêmes, ils sont cooptés à mesure qu'il y a un départ qui arrive. Alors, donc, ça va être extrêmement intéressant. Et la semaine passée, il y a eu une réunion du bureau politique du RIN, dont je ne suis pas membre, mais auquel j'assiste parce que je suis responsable d'un comité au RIN, je suis responsable du comité recrutement et organisation. Donc, à ce titre-là, j'ai le droit d'assister aux réunions du bureau politique. Donc, le bureau politique du RIN a adopté un espèce de plan stratégique pour l'année 2012-2013. C'est de travailler à l'organisation d'une constituante. Alors, une constituante, c'est un genre de comité d'organisation qui s'attaque à la question de rédiger une constitution. Et il y a donc le bureau politique a décidé de présenter ça comme plan à l'Assemblée générale. Est-ce que ça va être adopté par l'ensemble des membres? Je ne sais pas. Il va y avoir un vote. Il va y avoir un proposeur, un secondaire, puis des discussions, puis un vote sera tenu. Mais si ça passe, la RIN va s'attaquer à la question de organiser une constituante. Ça veut dire qu'il va devoir contacter les différents intervenants qui ont déjà discuté ou qui se sont déjà prononcés sur cette question-là de constituante. Il y a des individus, par exemple, qui supportent ce projet-là. M. Bélan, l'ancien président des Caisses populaires des Jardins, est un partisan de l'organisation d'une constituante, c'est pas n'importe qui. Il y a M. Luc Archambault, là, à Québec, qui fait les vigiles, lui, il est d'accord avec ça. Il y a même le Québec solidaire, dans leur programme politique, ils ont une constituante, mais chacun a sa façon de présenter ça, puis sa propre définition. Donc, la RIN va essayer de contacter tout le monde qui a des positions sur une constitution, va essayer de les regrouper pour que ces gens-là se parlent, puis former peut-être un comité pour organiser des rencontres, des discussions et éventuellement la rédaction d'un premier jet de constitution de l'État du Québec libre et indépendant. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Puis, vous saurez en temps et lieu la date de la réunion, la date et le lieu. Et puis, vous allez tous être invités parce que il y a les membres, mais il y a aussi les observateurs qui pourront être là et puis assister, ils ont sans droit de vote, mais assister quand même à l'Assemblée générale. Et si je ne me trompe pas, ça ne sera pas un samedi, parce qu'on ne veut pas nuire aux villes. Je pense que ça va être un dimanche. Alors, voilà, ça c'était les dernières nouvelles du RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale. Bon, moi, c'est que j'aimerais avoir comme précision au niveau de deux choses. Au niveau du RIN, à un moment donné, est-ce qu'il y a des plans... Est-ce qu'il y a des plans pour mobiliser les jeunes? Parce qu'on voit un désengagement des jeunes vis-à-vis du Québec, à un moment donné, qui est de plus en plus fort et radical. L'autre problème, c'est au niveau de la Constituante. La Constituante, c'est quelque chose qui est habituellement une organisation d'État. C'est-à-dire que la Constituante, c'est convoqué à un moment donné par des autorités politiques qui chargent cette Constituante-là de rédiger une Constitution. Là, le projet de Constituante, c'est plutôt un projet populaire, mais qui n'aurait pas de force légale juridique, qui n'engagerait pas à un moment donné le Québec, la population du Québec. Là, ça serait... On prépare une constituante, on prépare un projet de constitution, mais le problème, c'est de savoir comment ça va se traduire dans les faits politiquement. Alors là, est-ce qu'on a réfléchi à ça? Donc, c'est les deux choses que je voudrais préciser. Bon, c'est deux bonnes questions. Effectivement, le RIN il y a eu des discussions, c'est pas rien d'officiel, mais il y a eu des discussions sur la question des jeunes. Mais la grande majorité des membres du RIN, c'est des jeunes.
C'est pas... moi, je suis le plus vieux dans tout ça, là. J'en avais ici, là, qui sont là, présents, actuellement. Et peut-être la moyenne d'âge je pense bien que la moyenne d'âge est en bas de 30 ans, là. Il a été question à un moment donné de peut-être créer une aile jeunesse, les jeunesses du RN, comme ça a déjà existé dans les années 60, il y avait les jeunesses du RN. Et le président des jeunesses du RN, c'était M. Raymond Villeneuve, avant qu'ils fondent le FLQ. Un petit peu délicat. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on était en train d'organiser un autre FLQ. Mais c'était un fait que c'était Raymond Villeneuve qui était président des jeunesses du RN. Maintenant, sur la question de la Constitution, ce n'est pas exact qu'une constituante est un organisme dirigé par un État. La Constitution américaine a été rédigée par un petit groupe de citoyens à huis clos qui n'avait rien à voir avec l'État. L'État, à ce moment-là, c'était l'État colonial britannique en Amérique du Nord. Et c'est des Américains, Benjamin Franklin et les autres, se sont réunis et ils ont eux écrit ça à huis clos. Donc l'État n'avait rien à voir là-dedans. Je suis au courant, par exemple, de l'expérience du Jura en Suisse, parce que Gilles Réon, qui est membre du RN actuel, a vécu en Suisse et était présent en Suisse quand les Jurassiens ont rédigé leur constitution. Et c'est absolument n'importe qui s'est réuni pour travailler à ça. L'État suisse n'avait pas d'affaire là-dedans, puisque l'État suisse ne reconnaissait pas l'existence du Jura comme d'un État. Et donc, Gilles Réon m'a assisté tous les jours, il allait assister aux réunions. Il a vu comment tout ça s'est développé, puis au bout d'à peu près 1 an, ils ont accouché d'un texte qui est effectivement devenu la Constitution du Jura. Il y a un autre exemple, au Canada. La Constitution du Canada, et qui a écrit ça? Est-ce que c'était des... est-ce qu'il y a eu... est-ce que l'État britannique a organisé des consultations populaires? Pas du tout. C'est des élus, mais sans mandat, des gens qui étaient élus, mais absolument sans mandat, qui se sont réunis en premier à Charlottetown pour discuter de l'union des colonies britanniques de la côte atlantique, premièrement, Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Après ça, il y a eu une autre réunion. Et ces réunions-là, c'était des constituants. Une autre réunion où là, ils ont discuté de joindre la colonie du Canada uni aux 3 autres. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le Haut et le Bas Canada. Et il y a eu donc une autre réunion qui était elle aussi une constituante. Et c'était pas l'État britannique qui dirigeait ça, puis c'était pas l'État canadien, il n'existait pas encore. C'était des députés qui se réunissaient et qui discutaient. Mais il n'y avait pas de mandat. Hein? Donc, ils se sont autoproclamés membres de la Constitution. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Les constituantes, c'est pour donner une constitution, pour pouvoir bâtir un État qui, en général, n'existe pas. Ou bien que c'est un État qui n'est pas encore indépendant. Donc, c'est pas un processus qui est dirigé par l'État, habituellement. Ouais, il faut dire qu'ici, j'ai eu une formulation maladroite. C'est qu'une constituante, dans le sens classique, on convoque les électeurs pour élire des délégués à la Constituante. Ils sont élus par les électeurs la plupart du temps. Là, je pense à la France en particulier. Ben là, ça, ce que vous venez de dire, c'est une description, c'est la description de Québec solidaire, de la Constituante. Les autres, ils disent, si le Québec solidaire est élu à l'Assemblée nationale, on va considérer qu'on n'a pas de mandat pour faire une constituante, donc on va déclencher une autre élection. Plus tard, je ne sais pas quand, pour élire des délégués à une constituante qui, elle, va se réunir et au bout d'1 an ou 2 de travail, elle va arriver avec un projet de constituante qui devra être soumis au peuple par un référendum qui n'aura pas lieu parce que là, on va être rendu au bout du terme de 4 ans pour qu'on tombe à l'élection provinciale. C'est ça le programme de Québec solidaire. Le processus est tellement long
ne peut pas aboutir avant que l'élection arrive à nous. Actuellement au Canada, c'est qui la constituante de la Constitution du Canada actuelle? C'est qui? Je vous le donne en mille. C'est qui la constituante qui a fait que le Canada a une constitution maintenant? Elle a été rapatriée. C'est plus une... c'est qui? Ça, c'était une conférence fédérale provinciale où on a isolé le Québec. La constituante, c'est les gouvernements provinciaux. C'est même pas des personnes. C'est des entités. En fait, c'est des corporations, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais une province, c'est une corporation. Et c'est des entités légales, c'est pas des entités de l'individu qui se réunissent, qui se sont réunis pour prendre la Constitution qui était à Londres, la modifier et l'adopter. Puis là, ils ont intégré là-dedans un processus de modification qui est tellement complexe, qui est impossible à atteindre. Là, les gens ont dit, c'est comme si Trudeau, il a barré le coffre, il avait la clé, puis il est mort. La Constitution du Canada n'est plus modifiable. Alors, tous ceux qui ont des espoirs, un jour ou l'autre, de faire modifier la Constitution du Canada pour, je ne sais pas quoi, société distincte, c'est impossible. Il suffit qu'un Indien lève sa plume, puis tout tombe à l'eau. On a vu ça. Il s'appelait Harper, d'ailleurs. C'est ça, Pour moi, c'est son fils bâtard. C'est son père. Merci Ariel d'avoir bravé le froid et d'être ici, comme d'habitude, par devoir, fidèle à la cause. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un texte ou un discours, quelque chose à lire, qui aimerait participer? Oui. Bon, alors Thierry Vincent, donc on est rendu à la partie feuilleton pour la dernière fois. C'est le dernier article de L'Art de la guerre de Sun Tzu, tel que traduit par le père Amyot en 1772. Et encore une fois, j'invite des gens, pourquoi que le soleil est loin, il va arriver, il va nous rejoindre. Alors, pour commencer, résumé de l'article précédent. Celui qui attaque par le feu doit être le général le plus prudent, le plus à même de connaître le terrain et le temps dans le sens de température. Celui qui se sert de l'eau détournée en provoquant des inondations pour attaquer son ennemi doit agir avec encore plus de prudence. Une attaque menée à l'aide du feu conduit à la pleine victoire. Mais la meilleure victoire n'a aucune valeur si le général ne reconnaît pas les efforts de ceux qui se sont distingués pendant l'action et ne les récompense pas en conséquence. Le soldat supporte les peines. Il ne les recherche pas pour elles-mêmes. Les luttes armées ne sont en elles-mêmes bonnes pour personne. La nécessité seule doit mener à cette extrémité. Il y a, avant cela, bien d'autres manières de faire la guerre. Un souverain ou un général, animé par la colère ou l'esprit de vengeance, ne doit jamais entreprendre la guerre. Il n'est alors mené que par ses émotions et fera toujours plus de mal que de bien. Aussi étrange que cela paraisse, la guerre doit se mener dans l'amour des hommes, l'esprit pacifié, et toujours avec l'idée de préserver le plus grand nombre. Ne mettez votre armée en marche qu'avec la quasi-certitude d'en tirer des avantages. Dans tout autre cas, restez en repos. Finalement, ce sont les intérêts de votre pays que vous servez, jamais les vôtres. Cependant, vos qualités comme vos défauts teintent toutes vos actions. Si chacune de vos erreurs ont des conséquences, les plus grandes de ces erreurs peuvent être fatales. Un royaume ou un État mis sur la pente de la ruine est de plus en plus difficile à relever. Et une fois qu'une chose s'est effondrée, une fois qu'une chose est morte, elle reste morte. Article 13. De la concorde et de la discorde. Sun Tzu dit: si, ayant mis sur pied une armée de 100 000 hommes, vous devez la conduire jusqu'à la distance de 100 lieues, il faut compter qu'au dehors, comme au dedans, tout sera en mouvement et en rumeur.
les villes et les villages, dont vous aurez tiré les hommes qui composent vos troupes, les hameaux et les campagnes, dont vous aurez tiré vos provisions, et tout l'attirail de ceux qui doivent les conduire, les chemins remplis de gens qui vont et viennent, tout cela ne saurait arriver qu'il n'y ait bien des familles dans la désolation, bien des terres incultes et bien des dépenses pour l'État. 700 000 familles dépourvues de leur chef ou de leur soutien se trouvent tout à coup hors d'état de vaquer à leurs travaux ordinaires. Les terres privées d'un pareil nombre de ceux qui les faisaient valoir diminuent en proportion des soins qu'on leur refuse, la quantité comme la qualité de leur production. Les appointements de tant d'officiers, la paie journalière de tant de soldats et l'entretien de tout le monde creusent peu à peu les greniers et les coffres du prince comme ceux du peuple, et ne saurait manquer de les épuiser bientôt. Être plusieurs années à observer ses ennemis ou à faire la guerre, c'est ne point aimer le peuple. C'est être l'ennemi de son pays. Toutes les dépenses, toutes les peines, tous les travaux et toutes les fatigues de plusieurs années n'aboutissent le plus souvent pour les vainqueurs eux-mêmes qu'à une journée de triomphe et de gloire, celle où ils ont vaincu. N'employer pour vaincre que la voie des sièges et des batailles, c'est ignorer également et les devoirs de souverain et ceux de général. C'est ne pas savoir gouverner. C'est ne pas savoir servir l'État. Ainsi, le dessein de faire la guerre une fois formé, les troupes étant déjà sur pied et en état de tout entreprendre, ne dédaignez pas d'employer les artifices. Commencez par vous mettre au fait de tout ce qui concerne les ennemis. Sachez exactement tous les rapports qu'ils peuvent avoir, leurs liaisons et leurs intérêts réciproques. N'épargnez pas les grandes sommes d'argent. N'ayez pas plus de regret à celui que vous ferez passer chez l'étranger, soit pour vous faire des créatures, soit pour vous procurer des connaissances exactes, qu'à celui que vous emploierez pour la paix de ceux qui sont enrôlés sous vos étendards. Plus vous dépenserez, plus vous gagnerez. C'est un argent que vous placez pour en retirer un gros intérêt. Ayez des espions partout. Soyez instruits de tout. Ne négligez rien de ce que vous pourrez apprendre. Mais quand vous aurez appris quelque chose, ne la confiez pas indiscrètement à tous ceux qui vous approchent. Lorsque vous emploierez quelque artifice, ce n'est pas en invoquant les esprits, ni en prévoyant à peu près ce qui doit ou peut arriver que vous le ferez réussir. C'est uniquement en sachant sûrement, par le rapport fidèle de ceux dont vous vous servirez, la disposition des ennemis, eu égard à ce que vous voulez qu'ils fassent. Quand un habile général se met en mouvement, l'ennemi est déjà vaincu. Quand il combat, il doit faire à lui seul plus que toute son armée ensemble. Non pas toutefois par la force de son bras, mais par sa prudence, par sa manière de commander, et surtout par ses ruses. Il faut qu'au premier signal, une partie de l'armée ennemie se range de son côté pour combattre sous ses étendards. Il faut qu'il soit toujours maître d'accorder la paix et de l'accorder aux conditions qu'il jugera à propos. Le grand secret de venir à bout de tout consiste dans l'art de savoir mettre la division à propos. Division dans les villes et les villages, division extérieure, division entre les inférieurs et les supérieurs, division de mort, division de vie. Ces 5 sortes de divisions ne sont que les branches d'un même tronc. Celui qui sait les mettre en usage est un homme véritablement digne de commander. C'est le trésor de son souverain et le soutien de l'Empire. J'appelle division dans les villes et les villages, celle par laquelle on trouve le moyen de détacher du parti ennemi les habitants des villes et des villages qui sont de sa domination, et de se les attacher de manière à pouvoir s'en servir sûrement dans le besoin. J'appelle division extérieure, celle par laquelle on trouve le moyen d'avoir à son service les officiers qui servent actuellement dans l'armée ennemie. Par la division entre les inférieurs et les supérieurs, j'entends celle qui nous met en état de profiter de la mésintelligence que nous aurons su mettre entre alliés, entre les différents corps, ou entre les officiers de divers grades qui composent l'armée que nous aurons à combattre. La division de mort est celle par laquelle, après avoir fait donner de faux avis sur l'état où nous trouvons, nous faisons courir des bruits tendancieux, lesquels nous faisons passer jusqu'à la cour de son souverain, qui, les croyant vrais, se conduit en conséquence envers ses généraux et tous les officiers qui sont actuellement à son service. La division de vie est celle par laquelle on répand l'argent à pleine main envers tous ceux qui, ayant quitté le service de leur légitime maître, ont passé de votre côté, ou pour combattre sous vos étendards, ou pour vous rendre d'autres services non moins essentiels. Si vous avez su vous faire des créatures dans les villes et les villages des ennemis,
Vous ne manquerez pas d'y avoir bientôt quantité de gens qui vous seront entièrement dévoués. Vous saurez par leurs moyens les dispositions du grand nombre des leurs à votre égard. Ils vous suggéreront la manière et les moyens que vous devez employer pour gagner ceux de leurs compatriotes dont vous aurez le plus à craindre. Et quand le temps de faire des sièges sera venu, vous pourrez faire des conquêtes sans être obligé de monter à l'assaut, sans coup férir, sans même tirer l'épée. Si les ennemis qui sont actuellement occupés à vous faire la guerre ont à leur service des officiers qui ne sont pas d'accord entre eux, si de mutuels soupçons, de petites jalousies, des intérêts personnels les tiennent divisés, vous trouverez aisément les moyens d'en détacher une partie. Car quelque vertueux qu'ils puissent être d'ailleurs, quelque dévoués qu'ils soient à leur souverain, l'appât de la vengeance, celui des richesses ou des postes éminents que vous leur promettez, suffiront amplement pour les gagner. Et quand, une fois ces passions seront allumées dans leur cœur, il n'est rien qu'ils ne tenteront pour les satisfaire. Si les différents corps qui composent l'armée des ennemis ne se soutiennent pas entre eux, s'ils sont occupés à s'observer mutuellement, s'ils cherchent réciproquement à se nuire, il vous sera aisé d'entretenir leurs mains intelligences, de fomenter leur division. Vous les détruirez peu à peu les uns par les autres, sans qu'il soit besoin qu'aucun d'eux se déclare ouvertement pour votre parti. Tous vous serviront sans le vouloir, même sans le savoir. Si vous avez fait courir des bruits, tant pour persuader ce que vous voulez qu'on croie de vous, que sur les fausses démarches que vous supposerez avoir été faites par les généraux ennemis, si vous avez fait passer de faux avis jusqu'à la cour et au conseil même du prince contre les intérêts duquel vous avez à combattre, si vous avez su faire douter des bonnes intentions de ceux-mêmes dont la fidélité à leur prince vous sera la plus connue, bientôt, vous verrez que chez les ennemis, les soupçons ont pris la place de la confiance, que les récompenses ont été substituées aux châtiments et les châtiments aux récompenses, que les plus légers indices tiendront lieu de preuves, les plus convaincantes, pour faire périr quiconque sera soupçonné. Alors leurs meilleurs officiers, leurs ministres les plus éclairés, se dégoûteront, leur zèle se ralentira, et se voyant sans espérance d'un meilleur sort, ils se réfugieront chez vous pour se délivrer des justes craintes dont ils étaient perpétuellement agités et pour mettre leur jour à couvert. Leurs parents, leurs alliés ou leurs amis seront accusés, recherchés, mis à mort. Les complots se formeront, l'ambition se réveillera. Ce ne seront plus que perfidies, que cruelles exécutions, que désordre, que révoltes de toutes sortes. De tous côtés, pardon. Que vous restera-t-il à faire pour vous rendre maître d'un pays dont les peuples voudraient déjà vous voir en possession? Si vous récompensez ceux qui se seront donnés à vous pour se délivrer des justes craintes dont ils étaient perpétuellement agités et pour mettre leur jour à couvert, si vous leur donnez de l'emploi, leurs parents, leurs alliés, leurs amis seront autant de sujets que vous acquérez à votre prince. Si vous répandez l'argent à pleine main, si vous traitez bien tout le monde, si vous empêchez que vos soldats ne fassent le moindre dégât dans les endroits par où ils passeront, si les peuples vaincus ne souffrent aucun dommage, assurez-vous qu'ils sont déjà gagnés, et que le bien qu'ils diront de vous attirera plus de sujets à votre maître et plus de villes sous sa domination que les plus brillantes victoires. Soyez vigilants et éclairés, mais montrez à l'extérieur beaucoup de sécurité, de simplicité et même d'indifférence. Soyez toujours sur vos gardes, quoique vous paraissiez ne penser à rien. Défiez-vous de tout, quoique vous paraissiez sans défiance. Soyez extrêmement secrets, quoiqu'il paraisse que vous ne fassiez rien qu'à découvert. Ayez des espions partout. Au lieu de paroles, servez-vous de signaux. Voyez par la bouche, parlez par les yeux. Cela n'est pas aisé. Cela est très difficile. On est quelquefois trompé lorsqu'on croit tromper les autres. Il n'y a qu'un homme d'une prudence consommée, qu'un homme extrêmement éclairé, qu'un sage du premier ordre, qui puisse employer à propos et avec succès l'artifice des divisions. Si vous n'êtes point tel, vous devez y renoncer. L'usage que vous en feriez ne tournerait qu'à votre détriment. Après avoir enfanté quelques projets, si vous apprenez que votre secret a transpiré, faites mourir sans rémission tant ceux qui l'auront divulgué que ceux à la connaissance desquels il sera parvenu. Ceux-ci ne sont point coupables encore à la vérité, mais ils pourraient le devenir. Leur mort sauvera la vie à quelques milliers d'hommes et assurera la fidélité d'un plus grand nombre encore. Punissez sévèrement, récompensez avec largesse. Multipliez les espions, ayez-en partout, dans le propre palais du prince ennemi, dans l'hôtel de ses ministres, sous les tentes de ses généraux. Ayez une liste des principaux officiers qui sont à son service. Sachez leurs noms, leurs surnoms,
le nombre de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, de leurs domestiques, que rien ne se passe chez eux, que vous n'en soyez instruits. Vous aurez vos espions partout. Vous devez supposer que l'ennemi aura aussi les siens. Si vous venez à les découvrir, gardez-vous bien de les faire mettre à mort. Leurs jours doivent vous être infiniment précieux. Les espions des ennemis vous serviront efficacement si vous mesurez tellement vos démarches, vos paroles et toutes vos actions qu'ils ne puissent jamais donner que de faux avis à ceux qui les ont envoyés. Enfin, un bon général doit tirer parti de tout. Il ne doit être surpris de rien, quoi que ce soit qui puisse arriver. Mais par-dessus tout, et de préférence à tout, il doit mettre en pratique ces 5 sortes de divisions. Rien n'est impossible à qui sait s'en servir. Défendre les États de son souverain, les agrandir, faire chaque jour de nouvelles conquêtes, exterminer les ennemis, fonder même de nouvelles dynasties, tout cela peut n'être que l'effet des dissensions employées à propos. Telle fut la voie qui permit l'avènement des dynasties Yin et Cheu lorsque des serviteurs transfuges contribuèrent à leur élévation. Quel est celui de nos livres qui ne fait l'éloge de ces grands ministres? L'histoire leur a-t-elle jamais donné les noms de traîtres à leur patrie ou de rebelles à leur souverain? Seul le prince éclairé et le digne général peuvent gagner à leur service les esprits les plus pénétrants et accomplir de vastes desseins. Une armée sans agent secret est un homme sans yeux ni oreilles. Et, en guise d'épilogue, cette courte anecdote, étrangement intitulée « Vie de Sun Tzu ». Sun Tzu, né sujet du roi de Qi, était l'homme le plus versé qu'il y ait eu dans l'art militaire. L'ouvrage qu'il a composé et les grandes actions qu'il a faites sont une preuve de sa profonde capacité et de son expérience consommée en ce genre. Avant même qu'il eût acquis cette grande réputation qui le distingua depuis dans toutes les provinces qui composent aujourd'hui l'Empire et dont la plupart portaient alors le nom de royaume, son mérite était connu dans tous les lieux voisins de sa patrie. Le roi de Wu avait quelques démêlés avec le roi de Chu. Ils étaient sur le point d'en venir à une guerre ouverte, et de part et d'autre, on en faisait les préparatifs. Sun Tzu ne voulut pas demeurer oisif. Persuadé que le personnage de spectateur n'était pas fait pour lui, il alla se présenter au roi de Wu pour obtenir de l'emploi dans ses armées. Le roi, charmé qu'un homme de ce mérite se rangeât dans son parti, lui fit un très bon accueil. Il voulut le voir et l'interroger lui-même. « Sun Tzu, lui dit-il, j'ai vu l'ouvrage que vous avez composé sur l'art militaire, et j'en ai été content. Mais les préceptes que vous donnez me paraissent d'une exécution bien difficile. Il y en a même quelques-uns que je crois absolument impraticables. Vous-même, pourriez-vous les exécuter? Car il y a loin de la théorie à la pratique. On imagine les plus beaux moyens lorsqu'on est tranquille dans son cabinet, et qu'on ne fait la guerre qu'en idée. Il n'en est pas de même lorsqu'on se trouve dans l'occasion. Il arrive alors qu'on regarde souvent comme impossible ce qu'on avait envisagé d'abord comme fort aisé. « Prince, répondit Sun Tzu, je n'ai rien dit dans mes écrits que je n'ai déjà pratiqué dans les armées. Mais ce que je n'ai pas encore dit, et dont cependant j'ose assurer aujourd'hui votre majesté, c'est que je suis en état de le faire pratiquer par qui que ce soit, et de le former aux exercices militaires quand j'aurai l'autorité pour le faire. » « Je vous entends, répliqua le roi. Vous voulez dire que vous instruirez aisément de vos maximes des hommes intelligents, et qui auront déjà la prudence et la valeur en partage, que vous formerez sans beaucoup de peine aux exercices militaires des hommes accoutumés au travail, dociles et pleins de bonne volonté. Mais le grand nombre n'est pas de cette espèce. « N'importe, répondit Sun Tzu. J'ai dit qui que ce soit, et je n'accepte personne de ma proposition. Les plus mutins, les plus lâches et les plus faibles y sont compris. » « À vous entendre, reprit le roi, vous inspireriez même à des femmes les sentiments qui font les guerriers. Vous les dresseriez aux exercices des armes. »« Oui, prince, répliqua Sun Tzu d'un ton ferme, et je prie votre majesté de n'en pas douter. » Le roi, que les divertissements ordinaires de la cour n'amusaient plus guère dans les circonstances où il se trouvait alors, profita de cette occasion pour s'en procurer d'un nouveau genre. « Qu'on m'amène ici, dit-il, 180 de mes femmes. » Il fut obéi, et les princesses parurent. Parmi elles, il y en avait 2 en particulier que le roi aimait tendrement. Elles furent mises à la tête des autres. « Nous verrons, dit le roi en souriant, nous verrons Sun Tzu, si vous nous tiendrez parole. Je vous constitue général de ces nouvelles troupes. Dans toute l'étendue de mon palais, vous n'avez qu'à choisir le lieu qui vous paraîtra le plus commode pour les exercer aux armes. Quand elles seront suffisamment instruites, vous m'avertirez, et j'irai moi-même pour rendre justice à leur adresse et à votre talent. » Le général, qui sentit tout le ridicule du personnage qu'on voulait lui faire jouer, ne se déconcerta pas.
et parut au contraire très satisfait de l'honneur que lui faisait le roi, non seulement de lui laisser voir ses femmes, mais encore de les mettre sous sa direction. « Je vous en rendrai bon compte, sire, lui dit-il de ton assuré, et j'espère que dans peu votre majesté aura lieu d'être content de mes services. Elle sera convaincue tout au moins que Sun Tzu n'est pas homme à s'avancer témérairement. » Le roi s'étant retiré dans un appartement intérieur, le guerrier ne pensait plus qu'à exécuter sa commission. Il demanda des armes et tout l'équipage militaire pour ses soldats de nouvelle création. Et en attendant que tout fût prêt, il conduisit sa troupe dans une des cours du palais qui lui parut la plus propre pour son dessein. On ne fut pas longtemps sans lui apporter ce qu'il avait demandé. Sun Tzu, adressant alors la parole aux favorites. « Vous voilà, leur dit-il, sous ma direction et sous mes ordres. Vous devez m'écouter attentivement et m'obéir dans tout ce que je vous commanderai. C'est la première et la plus essentielle des lois militaires. Gardez-vous bien de l'enfreindre. Je veux que dès demain, vous fassiez l'exercice devant le roi, et je compte que vous vous en acquitterez exactement. » Après ces mots, il les ceignit du baudrier, leur mit une pique à la main, les partagea en 2 bandes, et mit à la tête de chacune une des princesses favorites. Cet arrangement étant fait, il commence ses instructions en ces termes. « Distinguez-vous bien votre poitrine avec votre dos, et votre main droite avec votre main gauche. Répondez. » Quelques éclats de rire furent toute la réponse qu'on lui donna d'abord. Mais comme il gardait le silence et tout son sérieux, « Oui, sans doute, lui répondirent ensuite les concubines d'une commune voix. Cela étant, reprit Sun Tzu, retenez bien ce que je vais dire. Lorsque le tambour ne frappera qu'un seul coup, vous resterez comme vous vous trouvez actuellement, ne faisant attention qu'à ce qui est devant votre poitrine. Quand le tambour frappera 2 coups, il faut vous tourner de façon que votre poitrine soit dans l'endroit où était ci-devant votre main droite. Si au lieu de 2 coups, vous en entendiez 3, il faudrait vous tourner de sorte que votre poitrine fût précisément dans l'endroit où était apparemment votre main gauche. Mais lorsque le tambour frappera 4 coups, il faut que vous vous tourniez de façon que votre poitrine se trouve où était votre dos, et votre dos où était votre poitrine. Ce que je viens de dire n'est peut-être pas assez clair. Je m'explique. Un seul coup de tambour doit vous signifier qu'il ne faut pas changer de contenance, et que vous devez être sur vos gardes. 2 coups, que vous devez vous tourner à droite. 3 coups, qu'il faut vous tourner à gauche. Et 4 coups, que vous devez faire le demi-tour. Je m'explique encore. L'ordre que je suivrai est tel. Je ferai d'abord frapper un seul coup. À ce signal, vous vous tiendrez prête à ce que je dois vous ordonner. Quelques moments après, je ferai frapper 2 coups. Alors, toutes ensemble, vous tournerez à droite avec gravité. Après quoi, je ferai frapper non pas 3 coups, mais 4, et vous achèverez le demi-tour. Je vous ferai reprendre ensuite votre première situation, et comme auparavant, je ferai frapper un seul coup. Recueillez-vous à ce premier signal. Ensuite, je ferai frapper non pas 2 coups, mais 3, et vous vous tournerez à gauche. Aux 4 coups, vous achèverez le demi-tour. Avez-vous bien compris ce que j'ai voulu vous dire? S'il vous reste quelques difficultés, vous n'avez qu'à me la proposer, je tâcherai de vous satisfaire. Nous sommes au fait, répondirent les dames. Cela étant, reprit Sun Tzu, je vais commencer. N'oubliez pas que le son du tambour vous tient lieu de la voix du général, puisque c'est par lui qu'il vous donne ses ordres. Après cette instruction répétée 3 fois, Sun Tzu rangea de nouveau sa petite armée, après quoi il fait frapper un coup de tambour. À ce bruit, toutes les princesses se mirent à rire. Il fait frapper 2 coups, elles rirent encore plus fort. Le général, sans perdre son sérieux, leur adressa la parole en ces termes. Il peut se faire que je ne me sois pas assez clairement expliqué dans l'instruction que je vous ai donnée. Si cela est, je suis en faute. Je vais tâcher de la réparer en vous parlant d'une manière qui soit plus à votre portée. Et sur le champ, il le répéta jusqu'à 3 fois la même façon en d'autres termes. Puis, nous verrons, ajouta-t-il, si je serai mieux obéi. Il fait frapper un coup de tambour, il en fait frapper 2, à son air grave, et à la vue de l'appareil bizarre où elle se trouvait, les dames oublièrent qu'il fallait obéir. Après s'être fait quelques moments de violence pour arrêter le rire par qui les suffoquait, elles le laissèrent enfin échapper par des éclats immodérés. Sun Tzu ne se déconcerta point, mais du même ton dont il leur avait parlé auparavant, il leur dit « Si je ne m'étais pas bien expliqué, ou que vous ne m'eussiez pas assuré d'une commune voix, que vous compreniez ce que je voulais vous dire, vous ne seriez point coupable. Mais je vous ai parlé clairement, comme vous l'avez avoué vous-même. Pourquoi n'avez-vous pas obéi? Vous méritez punition, et une punition militaire. Parmi les gens de guerre, quiconque n'obéit pas aux ordres de son général mérite la mort. Vous mourrez donc. » Après ce court préambule, Sun Tzu ordonna à celle des femmes qui formaient les 2 rangs de tuer les 2 qui étaient à leur tête. À l'instant, un de ceux qui étaient préposés pour la garde des femmes
voyant bien que le guerrier n'entendait pas raillerie, se détache pour aller avertir le roi de ce qui se passait. Le roi dépêche quelqu'un vers Sun Tzu pour lui défendre de passer outre, et en particulier de maltraiter les deux favorites qu'il aimait le plus et sans lesquelles il ne pouvait vivre. Le général écouta avec respect les paroles qu'on lui portait de la part du roi, mais il ne déféra pas pour cela à ses volontés. « Allez dire au roi, répondit-il, que Sun Tzu le croit trop raisonnable et trop juste pour penser qu'il ait sitôt changé de sentiment et qu'il veuille véritablement être obéi dans ce que vous venez annoncer de sa part. Le prince fait la loi, il ne saurait donner des ordres qui avilissent la dignité dont il m'a revêtu. Il m'a chargé de dresser aux exercices des armes 180 de ses femmes. Il m'a constitué leur général. C'est à moi à faire le reste. Elles m'ont désobéi, elles mourront. » À peine eut-il prononcé ces derniers mots, qu'il tire son sabre et du même sang-froid qu'il avait témoigné jusqu'alors, il abat la tête aux deux qui commandaient les autres. Aussitôt, il en met deux autres à leur place, fait battre les différents coups de tambour dont il était convenu avec sa troupe. Et comme si ces femmes eussent fait toute leur vie le métier de la guerre, elles se tournèrent en silence et toujours à propos. Sun Tzu, adressant la parole à l'envoyé, « Allez avertir le roi, lui dit-il, que ces femmes savent faire l'exercice, que je puis les mener à la guerre, leur faire affronter toutes sortes de périls, et les faire passer même au travers de l'eau et du feu. » Le roi, ayant appris tout ce qui s'était passé, fut pénétré de la plus vive douleur. « J'ai donc perdu, dit-il en poussant un profond soupir, j'ai donc perdu ce que j'aimais le plus en ce monde. Que cet étranger se retire dans son pays. Je ne veux ni de lui, ni de ses services. » Alors Sun Tzu dit, « Le roi n'aime que les mots vides. Il n'est pas à même de joindre le geste à la parole. » C'était L'Art de la guerre, lu au Champ de Mars. Merci. Donc, place à la parole libre. Si quelqu'un veut s'exprimer, il est bienvenu. Bonjour, André Lepage, de Saint-Hilaire. J'aimerais vous lire un petit texte que j'ai lu hier sur Internet, là, sur le blog de Stéphane Laporte. Si je peux trouver toutes mes attirails et mes lunettes surtout pour pouvoir lire. Comment ça s'appelle, là? Le blog de Stéphane Laporte. Il a mis comme titre à son texte « Pourquoi parler français ?» Ce texte a été écrit suite à un autre texte qui a été écrit précédemment sur pourquoi chanter en français. Je ne l'ai pas trouvé encore son texte, mais j'ai l'intention de le chercher et de le sûrement trouver. Et je vous le lis textuellement. Il y a quelques semaines, je m'offusquais qu'on se demande pourquoi chanter en français. Vous savez, présentement, à Télémétropole, il y a Star Academy. Puis, moi, j'ai cessé de l'écouter parce que presque plus que la moitié des jeunes qui allaient chanter là, comme audition, chantaient en anglais. Moi, je sais pas. Je comprends pas pourquoi un poste francophone aide des gens qui veulent faire pas programmer, mais chanter en anglais, selon moi, ça devait se faire en français. Mais j'ai cessé d'écouter, mais j'ai recommencé à écouter depuis qu'on fait les galas du dimanche soir. Et ça, c'était à la suite de ça. Et voilà que je vais encore plus loin. Pourquoi parler français? C'est que certaines réactions suscitées par le débat sur la sauvegarde du français au Québec et surtout à Montréal commandent un tel questionnement. Pour de plus en plus de gens, une langue n'est qu'un code, un outil interchangeable. Si c'est plus pratique parler l'anglais, parlons anglais. Si c'est plus pratique parler chinois, parlons chinois. Et dans ma chronique de samedi dernier,
je donne ma définition de la langue française. Une langue, ce n'est pas seulement un ensemble de sons et de symboles qui permettent de parler au cellulaire ou d'envoyer des textos. Une langue, c'est l'empreinte du cœur de ceux qui la parlent. C'est le répertoire des réflexions, des émotions, des expériences et des rêves partagés par la communauté. Notre langue n'est pas meilleure que celle des autres, mais c'est la nôtre. C'est notre vécu. C'est à nous qu'elle parle, bien au-delà des mots. Nos rires, nos pleurs, nos soupirs sonnent français. Et si on est fier de ce qu'on est, on est fier de la langue qui nous a permis de devenir ce que nous sommes. Notre réalité, c'est en français que nous l'avons nommé, que nous nous sommes appropriés. Et continue comme ça. Et quelle est la vôtre? Stéphane Lapa. J'ai aimé sa courte définition sur la langue. C'est pour ça aujourd'hui, je l'ai imprimé et j'ai dit que je vais la lire demain à Vigile. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Bon. Alors, je vais lire la déclaration de mars 2011, comme à chaque fin de vigile. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.